Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va entrer dans le cœur de l'œuvre de Vincent Nouzil dans Le Secret des Présidents, les dossiers de la CIA sur la France, dans le cœur de cet ouvrage avec cette première partie sur De Gaulle qu'on va commencer à explorer. Donc je vous rappelle que l'autre fois je vous avais expliqué comment s'organisait cette partie sur De Gaulle avec les miroirs des présidents américains, deux chapitres liés à la présidence de Dwight Eisenhower, un chapitre lié à la présidence de Kennedy, un chapitre un peu plus particulier sur l'affaire algérienne et les difficultés intérieures françaises et personnelles vis-à-vis de De Gaulle, 5 chapitres consacrés donc à la présidence de De Gaulle durant celle de Lyndon Johnson aux États-Unis, et 2 chapitres en parallèle de Nixon. Et donc pour aujourd'hui, on va traiter les 2 premiers chapitres, ceux concernant la présidence de Dwight Eisenhower. Alors d'abord, qui c'est ce Dwight Eisenhower? Je ne vais pas vous en faire une présentation exhaustive du tout, je vais simplement vous rappeler déjà ces dates de présidence américaine. 20 janvier 53, 20 janvier 61. Surtout Dwight Eisenhower, il n'a pas commencé sa carrière comme président américain, il l'a commencé comme militaire, et petit à petit il est devenu, donc je vous le mets pour rappel, il était commandant suprême des forces expéditionnaires alliées en Europe à partir de novembre 1943, donc durant la Deuxième Guerre mondiale, il est arrivé à être un militaire américain extrêmement haut placé, c'est lui qui va coordonner et gérer les différentes opérations militaires alliées et qui va les coordonner donc sur le théâtre européen. Donc son rôle est absolument majeur, central durant la guerre. Je vous ai mis ces 2 livres. Le premier, Croisade en Europe, où il raconte tout ce qu'il a fait durant la Deuxième Guerre mondiale. Et le deuxième, un peu plus personnel, où il raconte des épisodes avant et après, et où il se permet de donner un peu plus de détails sur un livre un peu moins connu. Celui que je fus. À ce titre, donc, concernant De Gaulle, c'est lui qui va planifier et organiser les opérations militaires, je vous l'ai dit, dont le fameux débarquement de Normandie, entre autres, débarquement de Normandie qui a une très grande importance pour l'histoire de la France et pour De Gaulle, j'en arrive, puisque De Gaulle et lui donc se connaissent bien et ont établi un lien de confiance jadis. Voilà, c'est lui qui va autoriser De Gaulle en 1944 à entrer avec des forces françaises dans Paris. Malgré l'opposition du président américain à l'époque, Roosevelt, qui était en pleine manœuvre diplomatique pour essayer de doubler De Gaulle et tout faire pour que la France finalement soit gouvernée par n'importe qui sauf De Gaulle en fait. Je reviendrai si vous voulez dans une vidéo sur les manœuvres incroyables de la part des Américains pour tout faire pour vassaliser la France, mettre des individus à leurs ordres, quitte à ce que ce soit des gens ayant collaboré avec l'Allemagne nazie, ou même à soumettre la France, à la considérer limite comme une contrée occupée. C'est De Gaulle qui va nous sauver de cette situation, et Eisenhower, il est vrai, va lui prêter main forte malgré l'opposition du président américain, c'est quand même pas rien, mais Eisenhower va pas le faire que par sympathie, il va le faire parce qu'il y a des considérations militaires qui jouent, et humaines. Il y a des problèmes de ravitaillement, Paris c'est quand même un nœud routier central, c'est très important pour les opérations militaires à ce moment-là, la ville de Paris n'est plus approvisionnée en nourriture, et donc il y a une menace de famine de la population. Et aussi, il y a des mouvements de résistance qui sont entrés en action, et les Allemands ont largement les moyens de les écraser. Et donc, bon, c'est pas leur but de laisser la population parisienne saignée par les Allemands, voilà. Je vous ai mis les passages dans les mémoires de guerre de Gaulle concernant ça, si vous voulez vous y reporter. Donc, de page 568 à 573, le tome 2, la partie Paris. C'est très intéressant les mémoires de guerre de Gaulle, je l'ai déjà dit, je le redis, si vous voulez que je fasse un truc là-dessus, c'est avec plaisir. Ensuite, le que j'ai présenté, Dwight Eisenhower, je vais vous présenter donc le premier chapitre, un coup de main pour le retour du géant. Je vous remets ici à droite, Dwight Eisenhower, pour que vous n'oubliez pas qui est aux commandes outre-Atlantique, toujours quand je parle. Donc les 2 hommes se sont déjà croisés, je viens de vous l'expliquer. Il faut savoir que à partir du moment où De Gaulle va refaire surface pour arriver dans la vie politique française, Eisenhower est président des États-Unis depuis déjà 5 ans. Et donc va éclater le 13 mai 1958 la crise algérienne, événements qui vont mener De Gaulle à revenir au pouvoir ici. Donc là je vous synthétise un petit peu ce que l'ouvrage nous dit au tout début, puis je vais vous faire 2-3 lectures. Donc en gros, ce que les services américains analysent dans cette affaire de crise algérienne, c'est que c'est le problème français numéro 1 à ce moment-là. Ils ont une crainte que la France ne faiblisse du fait de cette affaire. La France, c'est quand même un de leurs alliés piliers de l'alliance anti-URSS à l'époque. C'est globalement un État qui est plutôt géré par eux. Les gouvernements successifs en France sont quand même très pro-américains. Et donc, ils n'ont pas envie que la France s'affaiblisse de façon trop importante liée à cette affaire. En même temps, de leur point de vue, leur service analyse que l'indépendance de l'Algérie était quelque chose d'inévitable. La France, en même temps, manque d'argent, et cette affaire va lui coûter beaucoup.
Donc on a notamment le fameux Jean Monnet, vous savez, un des fameux pères de l'Europe dont on nous vante les mérites, qui en fait travaille pour les Américains et agit sur ordre, va demander de l'aide. Donc là je vous fais 2-3 petites lectures. Donc 13 mai 58, à Alger, l'insurrection. Je ne reviens pas sur les éléments d'histoire en Algérie, c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Le pouvoir échappe aux autorités françaises là-bas. Et donc les Américains suivent cette situation explosive de très près. Pour eux, la France est un État stratégique, pilier continental de l'Alliance Atlantique face aux menaces soviétiques, je viens de le dire. Pas question que ce pays, largement sous leur tutelle, se transforme en maillon faible de l'Occident. Il ne doit pas basculer dans le chaos qui ferait le lit du communisme. Voilà des années que les États-Unis s'activent en coulisses pour épauler les gouvernements pro-américains de la 4ème République, des chrétiens démocrates aux socialistes, et pour subvenir aux dépenses militaires de la France. Notamment en Indochine, où les GIs ont finalement pris le relais des troupes tricolores après les accords de Genève de juillet 1954. Donc vous voyez que cette synthétisation par Vincent Nouzil des dossiers secrets américains nous apprennent que finalement la France est plutôt un État pilier de leur structure géopolitique, et surtout un État largement sous tutelle. C'est eux en fait qui chapeautent ce qui se passe ici. Déjà à l'époque, les gouvernements successifs, quels qu'ils soient, sont plus ou moins dans leurs mains à beaucoup de niveaux. Et donc je continue la lecture à propos du problème algérien. C'est le problème le plus aigu actuellement, qui met en péril la stabilité institutionnelle et financière de la France et sa politique, tant au plan domestique qu'à l'extérieur. L'indépendance de l'Algérie est inévitable, je vous l'ai dit. Plus longtemps la France s'y opposera, plus l'issue finale sera difficile pour ses intérêts en Afrique du Nord, et plus les menaces pour sa stabilité interne seront grandes. En janvier 58, Jean Monnet, l'un des pères de l'Europe et ami des Américains, enfin je vous dis, on sait qu'il travaille pour eux, est venu à Washington à la tête d'une délégation française pour négocier une nouvelle assistance financière d'urgence de 274 millions de dollars. La Maison-Blanche a donné feu vert, la France est sous perfusion. Donc en plus d'être sous tutelle, elle est sous perfusion. Elle manque d'argent, c'est eux qui financent. Alors pour la politique extérieure de la France, c'est eux qui la gèrent en par-dessus, et au bout d'un moment, quand il y a trop de difficultés, comme par exemple en Indochine, ils vont se mettre à la place des Français. Quand il s'agit de choses sérieuses, ils prennent le relais. Donc voilà la situation de notre pauvre pays, complètement soumis à cette puissance étrangère. Bien, maintenant que ce constat est posé, qu'est-ce qui va se passer ? Le général de Gaulle, il va préparer les Américains par différentes rencontres en coulisses, à son retour en fait. Ce sont déjà bien évidemment eux les plus influents en France, je vous l'ai dit, et donc il a bien conscience qu'il n'arrivera jamais à revenir au pouvoir en France si c'est pas eux qui lui autorisent finalement. Donc quelques petites lectures en coulisses, le général prépare déjà le terrain diplomatique pour son arrivée, afin de rassurer les États-Unis, dont il connaît les préventions à son égard. Ils n'ont pas oublié l'intransigeance extraordinaire dont De Gaulle a fait preuve durant toute la Deuxième Guerre mondiale. Je poursuis mes lectures. Michel Debré, qui s'active pour son retour en force, avant de devenir son Premier ministre, a déjeuné opportunément avec le numéro 2 de l'ambassade américaine, Cécile Lyon, avec qui il a gardé le contact. Donc il y a des rencontres en coulisses un petit peu comme ça qui s'opèrent. Et quel est le message véhiculé par De Gaulle aux Américains dans ces rencontres en coulisses ? Écoutez ça. La France, avec De Gaulle, ce sera le maintien dans l'Alliance Atlantique, une puissance favorable à l'intégration européenne, un gouvernement fort et responsable, qui suivra une ligne d'action claire et ferme, une politique libérale sur le dossier algérien, avec une préférence pour une large autonomie, accordée à l'Algérie, sans exclure toutefois l'indépendance. En bref, De Gaulle ne doit pas faire peur aux États-Unis. La France ne sera pas bouleversée. Au passage, tout ça nous apprend des choses assez intéressantes. C'est que l'Alliance Atlantique, c'est une chose qui compte absolument pour les États-Unis, mais ça, c'est pas un secret. Vous savez, c'est l'OTAN. Mais il n'y a pas que ça aussi. Une puissance favorable à l'intégration européenne. Tiens, ça intéresse les Américains. C'est pas censé être construit pour faire contrepoids aux États-Unis, selon la propagande européenne. Bien évidemment, non. Ces dossiers secrets, comme tant d'autres informations, nous apprennent que ce sont eux qui souhaitent l'Alliance européenne et qui font tout pour qu'elle ait lieu. Et qui sont également favorables à l'indépendance algérienne. On verra beaucoup plus tard que c'est sans doute leur influence qui a généré le problème algérien. Bref. En attendant, pour ce qui nous concerne ici, De Gaulle ne doit pas faire peur aux États-Unis, il envoie des messages rassurants. La France ne sera pas bouleversée avec lui. Les Américains aident donc De Gaulle à arriver au pouvoir. Le 29 mai 1958, lors d'une réunion à la Maison-Blanche, Eisenhower écoute un rapport du directeur de la CIA. Vous savez, c'est l'agence de renseignement secrète américaine. Donc le directeur, Alan Dulles, quelqu'un de très très important, sur lequel je reviendrai plus tard, sur la situation française avant d'intervenir solennellement. Je crains un grave désordre civil si les communistes et les socialistes continuent de s'opposer fermement aux prétentions du pouvoir du général de Gaulle.
Les diplomates en poste à Paris sont chargés d'une discrète mission par le département d'État. Donc, des choses se trament. Un peu plus tard, Dean Brown, peu importe qui c'est un attaché américain, fait pression sur les élus de la SFIO, vous savez, qui est très puissante à l'époque. Je leur ai dit, écoutez ça, hein, j'ai un message pour vous de la part de Bob Murphy. Alors pareil, c'est un Américain très très en place. Il veut s'assurer que le groupe socialiste se divise au moins en deux lors du vote pour De Gaulle. Ceux qui lui sont opposés de manière inflexible peuvent voter contre lui. Mais tous les autres doivent réellement voter pour lui. Et c'est ce qu'il fit. Donc le retour au pouvoir de Charles de Gaulle, avalisé donc par vote, a été rendu possible par des manœuvres discrètes de la part de l'ambassade américaine liées à une volonté de Dwight Eisenhower et des services secrets américains de favoriser de Gaulle. On voit que déjà leur poids est énorme, puisque c'est eux qui sont capables de faire pencher les votes ici. Écoutez maintenant l'anticipation que font les services américains à propos de l'arrivée au pouvoir de Gaulle. Tout le monde savait ce que De Gaulle ferait quand il serait au pouvoir, confiera Dean Brown. Il avait répété livre après livre que la France serait un pays indépendant, avec sa propre armée et son propre pouvoir. Donc chacun pouvait deviner qu'il n'y aurait jamais d'armée européenne, et que les officiers américains ne contrôleraient plus les officiers français. Comme cela se passait avec la France au sein de l'OTAN. Peut-être que ça se passe de nouveau depuis qu'on est toujours très intégré. Bref, on devait s'attendre à cela. Mais d'un autre côté, il fallait bien restaurer l'ordre. Donc les Américains se disent, bon, il va y avoir des problèmes avec lui, la France va retrouver une certaine indépendance, on va plus contrôler son armée, l'Union Européenne, on va voir, ça va peut-être mal se passer, mais enfin, on va continuer à au moins rétablir l'ordre en France, et puis on verra. Il faut dire que les Américains espèrent un De Gaulle un peu plus conciliant. Voilà, je vous l'ai mis là. La peur d'un chaos favorable au communisme emporte la décision. On espère un général De Gaulle plus conciliant que jadis, et des hommes proches de lui pour l'influencer. Les Américains se disent, bon, après tout, on conciliera, on verra, ça va quand même pas trop mal se passer, puis c'est nous qui donnons un coup de pouce, bon. Une dernière chose, sur l'Europe, pour preuve que ce sont les Américains qui sont à la manœuvre pour créer l'Union Européenne. Une petite lecture. En revanche, Elbrick, bon c'est un attaché américain, peu importe, suggère de suspendre, durant la période du gouvernement de De Gaulle, les efforts d'intégration européenne. Là, je coupe ma lecture pour vous dire qu'au passage, du coup, c'est la preuve que c'est eux qui émettent ces efforts d'intégration européenne, vous voyez. Je reprends. Efforts d'intégration européenne qui risquent de se heurter à son opposition. Surtout, il estime que le point le plus difficile et dangereux de la politique gaulliste concerne sa tentation d'avoir une approche de l'Union soviétique indépendante et de reconnaître la Chine communiste. Vous voyez comme quoi ils anticipent quand même pas mal le retour d'un De Gaulle souverain. Nous devons avoir un échange de vues le plus tôt possible avec De Gaulle sur l'ensemble des sujets Est-Ouest. Les intérêts des États-Unis seront mieux servis par le succès de Gaulle. Ça, c'est pour le premier chapitre, un coup de main pour le retour du géant, où on voit que les États-Unis gèrent plus ou moins la France, et ils décident qu'un retour de Gaulle est favorable à leur politique, même s'ils savent que c'est quelqu'un qui peut être très obtus, qui prendra des initiatives, qui peut être difficile. Ils espèrent qu'il sera un peu plus conciliant que jadis, et qu'ils arriveront à l'influencer. Ils mettent un petit peu de côté la construction européenne, parce qu'en sachant que quand lui sera là, ça sera difficile de lui faire avaler ça, et ils se disent, bon, on va voir comment on va faire. Et bien justement, on va le voir ça dans le chapitre 2. La France n'en fait qu'à sa tête. Toujours sous Dwight Eisenhower, donc. Le 5 juillet 1958, De Gaulle reçoit Foster Dulles, qui est bras droit de Dwight Eisenhower, qui est frère d'Alan, qui est lui-même directeur de la CIA. Il y aurait beaucoup à dire sur les frères Dulles, je ne vais pas m'éterniser ici. Ceux d'entre vous qui veulent bien se reporter à mon autre série sur la Seconde Guerre mondiale verront notamment l'épisode sur l'influence américaine en Allemagne avant la guerre, leur nom apparaître déjà à cette époque, comme avocat chez le cabinet Sullivan & Cromwell, si je me souviens bien. Et on verra que dans la série sur la Seconde Guerre mondiale, vers la fin de la guerre, ils auront un rôle non négligeable dans les affaires avec la fin de l'Allemagne nazie. Bref, en attendant, pour ce qui nous concerne ici, Foster Dulles est reçu par Charles de Gaulle à Paris pour s'entretenir à propos de la politique américaine et française dans le monde. Et donc là, j'aimerais vous lire vraiment les descriptions que les services américains ont fait donc à Dulles de Gaulle pour le préparer à sa rencontre. Bien que Foster Dulles soit un diplomate chevronné et parle très bien le français, il est impressionné par le général qu'on lui a décrit comme, je cite les services américains, un autocrate qui ne peut être influencé, habité d'une croyance mystique dans la mission spéciale de la France, ainsi que dans sa grandeur,
et son prestige. Ça fait vraiment plaisir de lire ça, vous savez. Quand on voit qu'aujourd'hui, vous le verrez petit à petit, quand je vous détaillerai ce livre, enfin aujourd'hui plus personne à la tête de l'État ou qui s'en approche ne croit dans une croyance mystique, dans la mission spéciale de la France, dans sa grandeur ou dans son prestige, vous savez. Ça a disparu avec lui. Mais enfin, on avait quelqu'un qui y croyait à cette époque-là, et vous allez voir un petit peu le personnage et ce qu'il va faire. C'est absolument extraordinaire. Donc, Deleuze expose à De Gaulle la politique américaine. Et là, je vais vous commenter un petit peu l'attitude de De Gaulle. Vous savez, il y a Deleuze qui arrive et tout de suite, De Gaulle lui dit « Alors, monsieur le secrétaire d'État, qu'est-ce que vous avez à dire ?» Et si vous voulez, ça me fait penser à un petit commentaire, parce que certains d'entre vous jouent au poker ou sont familiers avec les jeux de stratégie, mais en gros, c'est un petit peu le côté laisser la main à l'autre. De Gaulle, c'est un vrai stratège à tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui maîtrise particulièrement bien les rapports de force, notamment entre individus. Et donc là, lui, il est chef d'État. Il reçoit quelqu'un qui n'est que le représentant d'un chef d'État. Et donc, il lui dit « Je vous écoute ». Et en faisant ça, et en restant d'un silence de marbre, quoi que dise son interlocuteur jusqu'au moment où celui-ci dit « Bon, j'ai fini », il le force à se révéler intégralement. Et finalement, à lui faire un exposé, un long monologue, en trahissant tout ce que les États-Unis veulent faire, toute leur vision, tout ce qu'ils espèrent de la France, ce qui donne à De Gaulle la main sur tout ce que les autres vont souhaiter, pour ensuite se positionner. Donc c'est hyper bien joué de sa part, si vous voulez. Et pour vous résumer, le long monologue que Deleuze va faire à De Gaulle sur les volontés américaines, je vais vous les résumer pour en fait vous en donner que simplement les deux piliers. C'est qu'il faut absolument que la France soit à côté des Américains pour être contre l'URSS, c'est leur focalisation ultime, et ensuite que c'est pas la peine pour la France de faire des armes atomiques. Voilà les deux gros messages clés que Deleuze est venu dire à De Gaulle. Donc vous vous doutez bien que De Gaulle va répondre à ça, et là je vous réserve deux lectures que je trouve superbes, là c'est le général De Gaulle qui parle, accrochez-vous. J'ai beaucoup apprécié votre exposé. Je comprends votre état d'esprit sur les principaux sujets que vous avez abordés. Je vais vous dire maintenant notre position. Vous avez exprimé votre sentiment concernant la France, et vous avez remarqué que l'opinion américaine avait été désappointée par le fléchissement français. Vous en connaissez les raisons. La France a subi, en 150 ans, 6 invasions et a connu 13 régimes. En plus, elle n'a pas de pétrole et elle n'a pas de charbon. Peut-être que si tout cela arrivait aux États-Unis, cela provoquerait chez vous d'ennuyeuses conséquences. Cependant, la France est là. Elle reprend ses moyens. Elle est un élément considérable du monde, et la preuve, c'est que vous êtes là, et moi aussi. Mais comment la France peut-elle avoir sa place dans la situation mondiale ? Car si la France cesse d'être mondiale, elle cesse d'être la France. Si la France ne participe pas à la direction de la défense du monde libre dans ses instances les plus élevées, alors elle ne s'y intéressera pas beaucoup. Or, ceci n'a pas été pris en considération jusqu'à maintenant. Donc là, si vous voulez, De Gaulle donne clairement le ton en indiquant qu'il veut avoir un pouvoir égal à celui des États-Unis dans les plus hautes instances dirigeantes du monde, à savoir là en l'occurrence l'OTAN. Le message est clair, De Gaulle veut avoir son mot à dire. Alors écoutez la suite. Il insiste ensuite sur la volonté de la France de créer sa propre force de frappe nucléaire. Là je cite, De Gaulle. Nous sommes très en retard sur vous. Nous sommes moins riches que vous. Mais nous sommes sur la voie de nous faire une puissance atomique qui, bien évidemment, sera sans rapport avec la vôtre ou avec celle de l'URSS. C'est maintenant une affaire de moi. Une chose est sûre, nous aurons l'arme atomique. Donc Deleuze il dit en gros il faut que vous soyez à fond avec nous contre l'URSS et que vous fassiez pas d'arme atomique. De Gaulle lui répond je m'intéresserai à ça que si jamais j'ai un poids égal à celui des États-Unis pour diriger l'OTAN, et on fera des armes atomiques que ça vous plaise ou non. Je vous résume la suite. En gros, ce qui se passe, c'est que, à propos de l'OTAN, les États-Unis sont embêtés. De Gaulle veut absolument avoir le contrôle des décisions avec eux à égalité. Donc ce que les Américains... Et puis il va absolument faire ses armes atomiques, et eux ils veulent pas tout ça. Donc ils vont faire une première manœuvre antinucléaire française en disant mais vous embêtez pas à faire des armes atomiques, on va vous en prêter. Via l'OTAN, voilà. Et donc De Gaulle va répondre vous fichez de moi, mais qui commande vraiment dans l'OTAN ? Donc il n'est pas question que je reçoive des armes, sous couvert on me les prête, mais en fait en définitive elles sont pas à moi, c'est comme si on m'avait rien prêté. Donc non, rien à voir, la France va faire ses propres armes atomiques. Et ensuite à propos de l'OTAN, il va faire une contre-proposition, il va dire pourquoi est-ce qu'on ferait pas un triumvirate ? On remplacerait l'OTAN par une structure où les USA, la Grande-Bretagne et la France auraient chacune leur mot à dire avec droit de veto. Alors évidemment, les États-Unis sont terrifiés. L'OTAN, c'est eux qui commandent dedans.
Les Anglais ont un peu leur mot à dire, mais en définitive c'est quand même eux qui commandent, et puis tous les autres ils seront aux ordres. Donc là, les autres, c'est hors de question, hein, ils vont pas abandonner leur pouvoir dans l'organisation de défense la plus importante du monde, au profit d'une organisation dans laquelle la France a son droit de veto, au secours. Donc du coup, De Gaulle, c'est à la fois un moyen de tenter de placer symboliquement tous les autres pays d'Europe en infériorité vis-à-vis de la France, puisque du coup on les considère pas. Je parle de tous les pays hors Grande-Bretagne, hein, et c'est principalement l'Allemagne dont il s'agit. Et ensuite, De Gaulle se doute évidemment que les États-Unis n'accepteront jamais ça, mais ça va lui servir d'excuse pour plus tard se désengager de l'OTAN en disant attendez, nous on a proposé une coopération franche et égale, et vous avez refusé. Donc nous on va pas continuer à rester dans une organisation qui est en défaveur de notre pays, d'autant plus que vous refusez les propositions qu'on vous fait. Donc vous voyez, les Américains commencent à se dire que là, ils ont une grave épine qui est en train de se planter dans leurs pieds de façon assez intense. Et ils vont pas arriver à bien se dépatouiller avec cette situation. On va continuer avec ce chapitre 2, La France n'en fait qu'à sa tête, pour aller directement en fin janvier 1959, un tout petit peu plus tard. Date importante puisque c'est le moment où De Gaulle décide de retirer de l'OTAN les forces navales françaises en Méditerranée. C'est très important pour lui parce que ça lui permet d'avoir le contrôle de sa marine en Méditerranée pour gérer l'affaire algérienne. Et en même temps, c'est un acte symbolique contre le pouvoir de Washington. C'est que petit à petit, il est en train de se désengager, quoi. Et ça, les Américains ne voient pas du tout d'un bon oeil. En juin 59, un tout petit peu plus tard, une autre décision, il va refuser que les armées américaines introduisent des stocks d'armes nucléaires de l'OTAN sur le sol français. Un petit peu dans la ligne de ce que je vous ai dit avant, sur le prêt des armes atomiques à la France. Là, les Américains vont dire on vous les prête pas, on en installe simplement sur le territoire français. Lui va dire pas question. Donc, petite lecture là-dessus pour vous voir comment les Américains prennent ça. Donc là, le général Loris Norstad, c'est le commandant en chef de l'OTAN. Il va décider de déplacer 9 escadrons de chasseurs de la France vers l'Allemagne. En gros, il retire une partie des troupes qui étaient stationnées en France vers l'Allemagne, un petit peu une forme de représailles, dire bon, vous voulez pas d'installation d'armes nucléaires, nous on va carrément retirer des troupes. Et écoutez ce que dit Norstad. Tous les efforts doivent être entrepris pour éviter d'apparaître en colère ou excité. Mais il nous faut faire ce que nous pensons juste, confie Norstad au président Eisenhower, lequel lui rappelle que De Gaulle est d'abord obsédé par l'honneur, la force et la gloire de la France. Mais c'est démontré très fort, il est obsédé par ça, De Gaulle. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais enfin après lui, plus personne ne sera obsédé par quoi que ce soit qui concerne la France. Bref, en attendant, on avait un chef d'État à l'époque. Donc les Américains, si vous voulez, à la fin des fins, par rapport à l'arme nucléaire française, ils sont pas totalement hostiles. Au fond, ils espèrent garder le contrôle des bombes nucléaires françaises via l'OTAN, qui est toujours quand même qui a toujours le contrôle sur les forces armées françaises, et donc ils vont autoriser en février 58 la mission dite Aurore, qui est une mission secrète de scientifiques français qui vont se rendre sur le territoire américain, en particulier dans la base secrète américaine du Nevada, où les Américains conçoivent leurs armes atomiques. Ils vont rentrer en relation avec les scientifiques américains, qui vont leur donner tout un tas de secrets, de fabrication, d'astuces, de conseils, de méthodes. Et les scientifiques français diront, on donne merci aux Américains, ils nous font gagner du temps et de l'argent. Clairement, là, c'est un vrai coup de pouce. Mais, par la suite, les Américains vont refuser toute autre aide, notamment en invoquant, à partir de septembre 59, Eisenhower est reçu à Paris, et il dira à De Gaulle, non, on va pas vous donner d'aide supplémentaire pour faire la bombe atomique. De Gaulle répondra très, très courtoisement, nous n'en demandions pas. Mais en attendant, pas d'aide ni de livraison par la suite, c'est ce que je voulais dire, c'est la loi McMahon. Les Américains vont se servir de cette loi, en gros c'est une loi chez eux qui dit qu'ils n'ont pas le droit d'exporter des secrets militaires. Alors ils avaient fait une clause d'exception pour la Grande-Bretagne, mais là ils diront non, pas de clause d'exception pour la France. Autant on avait accueilli une mission française secrète une fois, petit coup de pouce, mais ensuite on fait rien de plus. Ça n'a pas empêché aux ingénieurs français de développer l'arme atomique assez rapidement, et le 13 février 1960, le premier essai atomique français a lieu dans le Sahara. Et 2 mois plus tard, en avril, De Gaulle se rend aux USA. Et je vous en parle juste pour vous dire une petite chose, c'est
À propos de, vous savez, De Gaulle est interviewé, bon voilà, puis il y a une journaliste américaine qui l'interviewe, qui lui dit vous avez fait des essais nucléaires dans le Sahara, alors à l'époque je crois qu'il y a que 2 essais français, alors De Gaulle dit oui, et vous vous rendez compte, ça pollue énormément le nucléaire, c'est terrible pour la pollution mondiale, etc. Alors De Gaulle, il est hyper surpris de cette interlocution de cette journaliste américaine. Alors il dit oui, certes, ça pollue, mais enfin un tout petit peu. C'est dans le désert Sahara quand même. Et puis c'est en rien comparable à ce qu'ont fait les Américains. Ensuite, cette journaliste dit oui, vous voudriez pas faire des essais en sous-sol. Alors De Gaulle dit pourquoi pas, on fera peut-être des essais en sous-sol, pas pour éviter de polluer. Pas de souci. Mais enfin, je tiens quand même à vous préciser que c'est les premiers pour essayer d'ennuyer les autres avec des considérations climatiques, là où eux se permettent de faire des milliers de fois pire les Américains, puisque vous savez que les États-Unis ont fait des quantités énormes d'essais dans l'atmosphère. Ils en ont fait... alors là, je vous mettrai en lien de cette vidéo une petite vidéo où on voit avec des points à chaque fois qu'il y a un essai atomique, tous les essais atomiques dans le monde, fait de 45, je crois que ça s'arrête en 98. Il y a environ 2000 essais atomiques qui ont été réalisés durant le XXe siècle, la moitié par les États-Unis, un peu plus de 1000, et la plupart à l'air libre, et notamment une quantité d'essais qui ont été programmés par les États-Unis. Alors j'ai plus le nom de l'opération générale, je vous mettrai un lien Wikipédia vers cette opération, où ils avaient commandé tout un tas d'essais directement dans l'atmosphère, avec des explosions à différentes strates de couches atmosphériques pour voir un petit peu ce que ça fait. Et donc il y a notamment la bombe Starfish Prime en 1962 qui fait partie de cette série de tests, dont l'avis général scientifique dit qu'elle a failli vaporiser l'atmosphère. Dit autrement, elle a failli éradiquer la vie sur Terre en quelques minutes, puisque sans atmosphère, on est tous cramés par des rayons UV et extrêmement dangereux en provenant du soleil. Toute la végétation va terminer sa vie, enfin voilà. Donc ils ont failli détruire la Terre, ces Américains, en faisant des essais comme ça dans les couches atmosphériques. Ça les a pas empêchés d'en programmer d'autres, d'en faire d'autres par la suite. Donc c'est les premiers à venir nous ennuyer, parce que nous on a fait 2 essais dans le Sahara, et eux en ont fait des centaines en l'air libre, dont directement dans des couches atmosphériques, manquant de vaporiser l'atmosphère et d'annihiler la vie sur Terre. Bref, une chose tout à fait étonnante que Vincent Nouzil nous rapporte dans ses dossiers pour finir ce chapitre, c'est que la France va vraiment étudier la possibilité de faire des essais en souterrain, notamment en Corse, où il y a apparemment beaucoup de galeries naturelles très profondes, qui se prêtent à la capacité à faire des essais nucléaires en profondeur. Le projet sera très étudié, et puis finalement, ça se fera bon. Voilà pour ces 2 chapitres sur La France n'en fait qu'à sa tête et le retour du géant, où De Gaulle a affaire à Dwight Eisenhower. Ensuite, Eisenhower va partir et sera remplacé par Kennedy. Je vous rappelle ici l'organisation, donc les 2 premiers chapitres qu'on vient de voir, Eisenhower. Le suivant, qu'on verra dans la prochaine vidéo, De Gaulle-Kennedy, les coulisses d'un sommet froid. Ensuite, un passage sur les problèmes algériens, les problèmes intérieurs français et sécurité de Gaulle. 5 chapitres sur Lyndon Johnson et 2 chapitres sur Nixon. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu et que le détail des dossiers de la CIA sur la France vous intéresse. En attendant, moi je me régale de faire ça, je vais continuer à le faire et la prochaine vidéo risque de sortir très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Rappelez-vous que rien ne remplace la lecture d'un ouvrage et que je ne pourrai jamais vous restituer fidèlement ce que Vincent Nouzil a écrit qui est formidable et qui est infiniment plus dense que ce que je peux en rapporter ici. Restez curieux, salut à tous!